Pour parler en termes pas très techniques, mais c'est des usines à gaz. Maintenant, eh bien, les conséquences sont très onéreuses aussi pour l'utilisateur. Beaucoup plus de casse, quoi. Ouais, de casse et des casses coûteuses. Hey, hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que néanmoins j'aurais aimé ne jamais filmer et ne jamais mettre en ligne puisque vous l'avez compris, je vais vous parler du deuxième joint de culasse que je viens de subir en moins de 10 mois sur mon Peugeot Expert 3 de 2018 équipé du moteur Blue HDI 2 litres de 122 chevaux. Un joint de culasse ça coûte très cher mais alors deux et puis aussi une immobilisation du véhicule pendant 5 mois sur une période de 10 mois. Je vous affiche ici la liste non exhaustive des véhicules sur lesquels ce moteur est installé chez Peugeot, Citroën, Toyota et Opel. Ça pourrait éventuellement vous intéresser. Attention, je vais bien parler ici du moteur 2 litres parce qu'il existe aussi en 1,5 litre et celui-ci il a fait l'objet d'un rappel constructeur pour plus de 900 000 véhicules fabriqués entre 2017 et 2023 pour un défaut de chaîne de distribution. De paroles même de professionnels, le moteur 2 litres est censé être plus résistant que le moteur 1,5 litre. C'est pas ce que j'ai vécu. Les haters, s'il y en a parmi vous, vont pouvoir se régaler et me traiter de chat noir parce que visiblement je n'ai pas misé sur le bon cheval. Néanmoins, d'après de nombreuses discussions avec des utilisateurs de ce moteur, je ne suis pas le seul à avoir subi des pannes majeures sur ce type de véhicule et des pannes très coûteuses. Outre le partage d'expérience, l'objectif de cette vidéo est de chercher à comprendre et de proposer des solutions à d'autres propriétaires pour éviter la casse. Je vais organiser cette vidéo en plusieurs parties et la première sera bien évidemment de vous raconter ce qui s'est passé et vous parler aussi des professionnels qui ont successivement pris en charge le van pour les réparations. Ponctuellement, certains points techniques seront éclaircis par un mécanicien automobile, Jeff, qui a 30 ans de mécanique derrière lui, qui est aussi un abonné de la chaîne, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et qui a eu la grande gentillesse de m'accompagner durant toutes mes pérégrinations. Parce que j'en ai déjà parlé, je suis plutôt menuisier et pas du tout mécanicien, donc j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée d'avoir l'avis d'un professionnel qui va nous apporter un éclairage de l'intérieur. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je donnerai modestement de nombreuses recommandations, notamment d'usage au quotidien, pour éviter un joint de culasse et envisager une réparation de la manière la plus sereine si ça devait se produire. Je vous préviens par avance que cette vidéo va être assez longue, alors n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois et à utiliser les chapitres. Je ferai également en fin de vidéo un bilan de ce que ça m'a coûté au réel, sachant que ça aurait pu me coûter encore plus cher. Des sources de panne sur un véhicule, il peut y en avoir des dizaines et je précise que dans mon cas, ça a été un souci lié au refroidissement. Et enfin, je précise que durant toute la vidéo, je ne nommerai pas les intervenants. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Philou et j'ai surnommé mon petit van Manuka que j'ai aménagé durant 3 ans avec du bois de palette comme un véhicule de loisir. Je vais encore me faire tirer les oreilles parce que mon intro est trop longue. Allez hop, vamos a contar! J'avais enregistré une vidéo en son temps sur le tout premier joint de culasse que vous pouvez retrouver ici sur la chaîne, mais quoi qu'il arrive, je vous resitue très rapidement le contexte. J'ai acheté l'utilitaire d'occasion à 95 000 km à une société qui fait du leasing pour les entreprises et suite à ça, ça n'a été qu'une succession de pannes en cascade. Remplacement du réservoir FAP, le filtre à particules, remplacement de la cuve d'AdBlue, remplacement de la vanne EGR qui permet la recirculation des gaz d'échappement et dysfonctionnement du turbo. Et le tout s'est terminé en août 2024 par le remplacement du moteur complet par le garage du pont suite à un premier joint de culasse. Plus de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion et une grosse fumée blanche qui sortait du moteur. Le moteur de remplacement était un moteur d'occasion de 90 000 km non garanti, démonté sur un Peugeot 508 et vendu par une société spécialisée en France que j'appellerai Motorama. Et pourquoi un remplacement de moteur plutôt qu'une rectification? Eh bien, le garage du pont m'avait expliqué à l'époque que rectifier un moteur, ça ne se faisait plus. Je précise ici d'ailleurs que je ne confie plus jamais mon van à une quelconque concession Stellantis suite à de très mauvaises expériences, un manque visiblement criant de considération pour les clients et aussi parce que je considère les frais de diagnostic comme vraiment exorbitants. Le garagiste qui a pris en charge la réparation du tout premier joint de culasse est donc un garagiste multimarque. Comme on pourrait s'en douter, ces travaux ont coûté beaucoup d'argent et ont vu le van immobilisé pendant 2 mois en plein été, avec les conséquences qu'on peut imaginer pour un van aménagé.
Suite à ça, j'ai repris la route plutôt sereinement. Par contre, j'ai pris l'habitude, avant chaque trajet important, de vérifier le niveau de mon liquide de refroidissement dans le vase d'expansion sous le capot. Mais en fait, le répit n'a été que de courte durée, parce que j'avais en fait récupéré une bombe à retardement, parce que le problème de refroidissement qui avait créé le premier joint de culasse, visiblement, il était toujours latent. La première alerte est apparue fin 2024, 1300 km seulement après le remplacement du moteur. Je me suis rendu compte, après un trajet d'environ 1 heure, que je n'avais plus de chauffage à l'intérieur de l'habitacle. J'ai donc fait remorquer le véhicule à mes frais, parce que du coup, à l'époque, je n'avais pas d'assistance 0 km, vers un garage de quartier dans la ville où je me trouvais à l'époque, c'est-à-dire à plus de 400 km du garage du pont. Et là, le garagiste se rend compte que la durée d'entrée dans le radiateur, qui est censé faire circuler tout le liquide de refroidissement, elle est tout simplement sortie de son logement. Moi-même, quand j'avais essayé de refaire une mise à niveau, j'avais installé une bâche sous le véhicule et en gros, tout le liquide de refroidissement tombait sur la route. Le garage a donc repositionné la durite avec sa bague de maintien et effectué une purge du liquide de refroidissement. Mais moi, j'y connaissais rien à l'époque et je me suis pas douté que en fait, cette durite, elle avait dû se déchausser parce qu'il y avait une surpression à l'intérieur du circuit. Suite à ces soucis, bien évidemment, j'ai recontacté le garage du pont qui m'a fait cette réponse lunaire. C'est impossible que cette durite soit sortie de son logement. Alors que moi, j'avais fait des enregistrements vidéo et des photos qui prouvaient qu'elle était bien sortie de son logement. Mais ça, je préfère pas le commenter. Et la panne finale arrive en avril 2025, seulement 6500 km après le remplacement du moteur. On se trouve sur une petite route de montagne au fin fond du Cantal, le voyant moteur. Évidemment, on s'arrête tout de suite et on est pris cette fois en charge par un garage Renault. Et je vous passe les détails du rapatriement parce que franchement, ça a été épique. Le garage Renault effectue les réparations, remplace le bouchon du vase d'expansion et un petit relais électronique de ventilation qui coûte 42 € et qui est censé déclencher les ventilateurs. Et je commence à me dire à ce moment-là que c'est une pièce de 42 € qui a créé des milliers d'euros de dégâts par la suite. 42 €. Mais avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on rentre un petit peu plus dans la technique. Donc j'ai demandé à Jeff, qui va se présenter lui-même. Bon Jeff, est-ce que tu te présenterais pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc Jeff, 55 ans depuis peu, formation dans l'automobile, bac+2 il y a 35 ans. Une trentaine d'années d'automobile derrière moi. Des postes de technicien, de réceptionnaire, de chef d'atelier, d'électricien auto, dans des marques un peu prestigieuses, un peu 4x4, un peu de tout, du japonais, beaucoup, de l'anglais un petit peu. Ouais, c'est-à-dire que toi, clairement, tu as vu l'historique des véhicules depuis ces 30 années. J'ai vu l'arrivée de l'ABS, de l'airbag, des catalyseurs, de la D-Blue, des injections directes diesel, avec une dépollution tout le temps constante dans le temps. De nous en dire un petit peu plus sur le rôle du circuit de refroidissement et des éléments qui le constituent. Sur un moteur thermique, aujourd'hui, on fait exploser du carburant dans un tout petit volume qui est la chambre de combustion, ça s'appelle, pour repousser les pistons. Donc déjà, on fait brûler du carburant, mais en plus que ça, comme je disais, on le fait exploser. Donc on a des dégagements de température énormes. Et cette température-là, on est sur des matériaux de la fonte, des fois sur le bloc, de l'alu sur la culasse, divers matériaux qui vont se déformer différemment. Dès qu'on chauffe un matériau, il se déforme. Alors juste pour repréciser les termes, on parle d'un bloc moteur, c'est la partie basse du moteur, voilà. Et la culasse, en gros, c'est le chapeau voilà. qu'on vient visser, voilà, et entre les deux, il y a le fameux joint de culasse. C'est ça, voilà, pour faire l'étanchéité. Donc on a multitude de matériaux, multitude de formes, et du coup, avec cette chaleur qui est dégagée par la combustion, mais tout matériau à la chaleur va se comporter différemment. À la chaleur et à la pression, parce qu'il y a aussi une notion de pression. Et du coup, si on ne refroidissait pas le moteur, et cet excès de chaleur, eh bien, on déforme tout. C'est comme si on met du chalumeau sur une ferraille, même sans la mener au rouge, naturellement, elle va se tordre dans tous les sens. Donc entre le bloc moteur qui est bien plat, vous avez votre joint de culasse qui fait l'étanchéité, la culasse qui est posée, il faut que ce soit bien plat les deux. S'il y en a un des deux qui se déforme, et bien, entre les deux, en fait, il y a des échanges. Il y a du liquide de refroidissement qui passe, de l'huile, il y a de la pression d'échappement et tout ça. Et donc, si ça se déforme, et bien, les uns communiquent avec les autres. C'est ça qu'on s'appelle un joint de culasse cassé. Et du coup, le circuit de refroidissement permet de maintenir tout ça à une température uniforme, pas trop élevée, pas trop basse non plus, parce que ça va générer des problèmes de combustion pour la pollution, etc.
Mais il faut maintenir une température à peu près constante, alors selon les modèles, etc. Et les technologies, c'est plus ou moins, c'est autour de 100 degrés, quoi, pour faire simple. Et pourquoi du liquide de refroidissement et pas de l'eau? Parce qu'à 100 degrés, l'eau est bout. Donc là, on partira en ébullition, donc on se retrouve avec une machine à vapeur. Et puis il y a un produit dedans aussi qui l'empêche qui subit pas le gel. Qui subit pas le gel et la corrosion aussi. Ouais. Parce que l'eau, avec de l'air et dans le métal, ça corrode. Là, ça a tendance à moins corroder aussi. Alors pour faire très simple aussi, admettons que le moteur soit arrivé à température, aux 90 degrés par exemple, je schématise. S'il n'est pas refroidi, en gros, on a entre 3 et 5 km avant que le moteur flambe. Oui, c'est très très rapide. C'est un emballement thermique qui va très vite. Ouais. Surtout que la plupart, que ce soit essence ou diesel aujourd'hui, la plupart des moteurs sont turbocompressés. Donc là, on augmente encore les pressions, donc on augmente encore les températures de combustion, d'où l'importance cruciale du circuit de refroidissement. Tout ça, c'est pour des raisons de respect de normes de pollution. Il ne faut pas croire qu'on fasse chauffer les moteurs autant comme ça pour faire plaisir. C'est une contrainte énorme pour les moteurs et pour les ingénieurs aussi qui y pensent. Mais derrière, c'est à peu près le seul moyen d'arriver à passer les normes actuelles de pollution et de ne pas encrasser son filtre à particules, etc., d'avoir des températures de fonctionnement très élevées. Pour ceux qui sont pas très au fait de tout ça, est-ce que éventuellement tu pourrais rappeler succinctement les différents organes qui succèdent dans le circuit de refroidissement et à quoi ils servent, en 2 mots quoi. Circuit de base de refroidissement, un radiateur qui sert à refroidir le liquide de refroidissement qui vient du moteur. Donc pour être simple, c'est l'hélice qui tourne là. Il y a un radiateur, après il y a un ventilateur effectivement pour forcer le passage de l'air à travers le radiateur pour enlever les calories qui sont dans le liquide. En fait, c'est un radiateur comme la maison. Hein. Vous faites circuler de l'eau chaude dedans, il y a l'air ambiant qui va refroidir le radiateur en fait. Pour le refroidir, en fait, il capte les calories sont diffusées dans la maison, là c'est pareil. Donc le radiateur sert à dissiper les calories qui sont dans le liquide de refroidissement. Et celui de refroidissement, le grand principal qui est devant, juste derrière la calandre, et celui d'habitacle qui est tout petit, mais qui apporte sa pierre à l'édifice. Après, on a des durites pour faire circuler ce qu'on appelle des durites. Donc, c'est des tuyaux. Une durite, c'est un tuyau en caoutchouc solide qui résiste à la pression et tout. Alors, petite précision, les durites, une fois que le moteur est chaud, elles doivent rester relativement souples. C'est ça que j'ai compris. Si elles sont très dures, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème elles sont plus dures qu'à l'arrêt, et au-delà de l'arrêt prolongé, au moteur froid. Là, elles sont très molles, souvent. Et quand il y a un problème de joint de culasse, effectivement, elles sont dures comme de la pierre. On ne peut pas les comprimer. Il y a trop de pression dedans. Donc après, sur le circuit de refroidissement, on a le bloc moteur où c'est que tout se passe. Et il y a la pompe à eau qui va faire circuler ce liquide de refroidissement dans tout le circuit de refroidissement, justement. Donc dans le radiateur d'habitacle s'il y a besoin, dans le moteur, et pour la ramener au radiateur, etc., de faire ce circuit-là. Et il y a ce qu'on appelle le calorsta ou thermostat. Thermostat, il l'appelle thermostat. Thermostat chez Peugeot, il y a qui l'appellent la calorsta, voilà. Ce qu'on veut, c'est, pour des questions de pollution, etc., on veut que le plus rapidement possible, le moteur monte en température. Et pour des raisons de combustion et tout ça, c'est mieux que le moteur soit chaud que froid. Il s'use moins chaud qu'à froid. Qu'à froid aussi. Donc on a un système, en fait c'est un robinet. On a ça dans les maisons, on a des robinets thermostatiques en fait. Tant que c'est froid, il est fermé le robinet. Ça veut dire que même si la pompe à eau elle tourne, en fait, on ne fait pas circuler le liquide de refroidissement du radiateur vers le moteur, mais vers le circuit de refroidissement ne circule pas. Donc le moteur tourne, il chauffe le liquide qui est autour de lui dans le bloc moteur, qui ne circule pas. Et ça, il y a une petite capsule en cire dans ce truc-là. C'est une sonde en fait. Ouais, c'est même pas électrique. C'est un truc en cire, tout bêtement, il y a un ressort. Et en chauffant, la cire elle fond et clac, le truc il s'ouvre. Avec le ressort, ça le fait lever. Et là, le circuit se fait. Comme on ouvre le robinet de son radiateur, on a des robinets thermostatiques sur ces radiateurs dans la maison, c'est pareil. Hein. Ensuite, il y a le vase d'expansion. Ouais. Alors, il y a un bouchon, c'est pas un bouchon complètement anodin, le bouchon du vase d'expansion. C'est pas le bouchon d'un bidon qu'on transporte ou d'un jerrycan. Pas du tout, ce bouchon-là est technologique. Quand on chauffe de l'eau ou du liquide, ou n'importe quoi, il se dilate. Donc il prend plus de place à chaud qu'à froid. Donc il y a le vase d'expansion, il sert à ça. Il sert à compenser cette augmentation de volume du liquide, sans que ça, si on avait un circuit complètement fermé avec un niveau à ras du bouchon, etc., et bien, quand ça chauffe, là, pour le coup, quand ça se dilate, et bien,
vu qu'il veut prendre plus de place, ça va monter en pression et on va péter des durites ou quoi. Et du coup, ce bouchon-là, dedans, il y a un petit clapet et qui a une certaine pression parce que... C'est ce qu'on appelle la tare. Le bouchon est taré, ce qu'on appelle. Voilà. Ouais. Donc c'est souvent 3 barres, 2 barres 7, 2 barres 3, ça dépend des fabricants. Et si effectivement on monte au-delà de la pression normale de fonctionnement, il s'ouvre et ça fait échapper du liquide de refroidissement pour pas que le circuit reste trop en pression, quoi. C'est un système de sécurité. Et puis alors le dernier élément qui est peut-être pas sur tous les véhicules mais qui est présent sur Manuka, c'est ce qu'on appelle le refroidisseur EGR. Oui, alors c'est présent sur, je pense, tous les véhicules diesel modernes. À partir du moment où on a un filtre à particules et un EGR, on refroidit le EGR aussi aujourd'hui. Donc ça, c'est un radiateur qui sert à refroidir des gaz d'échappement pour mieux les traiter derrière, quoi, avoir une température. Et effectivement, oui, le système EGR, en gros, si on faisait simple, c'est on brûle les gaz de combustion. Voilà. Pour moins de pollution. C'est ça, on essaie de rebrûler un peu des gaz qui restent. Avant, on n'avait pas de refroidisseur EGR, maintenant il y en a, parce qu'on a augmenté les températures de combustion toujours, et on en revient toujours au même truc. Et il faut les refroidir aussi, parce que sinon on détériorerait un catalyseur ou un FAB derrière. Le EGR, donc c'est des gaz d'échappement qui sont entourés de liquide de refroidissement. Et ce refroidisseur EGR, effectivement, quand il est défectueux, ça a les symptômes d'un jaune culasse, puisqu'on a un échange, le liquide de refroidissement passe dans les gaz d'échappement. Donc on se retrouve avec des fumées. Et ce que j'ai compris, c'est que c'était une baisse progressive du niveau du liquide de refroidissement. Voilà, exactement pareil aussi. Ouais. Donc ça, si on a ça sur son véhicule, on s'alerte et on peut penser que c'est une source de panne. Maintenant, on sait que quand on a ce symptôme de jaune culasse, on va quand même se poser la question du refroidisseur EGR parce que c'est le même symptôme. Suite à ça, le garage Renault me propose de venir chercher le véhicule, mais par contre, attention, ils auraient constaté une surpression dans le circuit de refroidissement. Mais mon petit doigt était en train de me dire que quelque chose n'allait pas, donc j'ai recontacté le garage Renault pour leur demander d'investiguer un petit peu plus. Et finalement, au bout de quelques semaines, ils m'ont avoué qu'il y avait une suspicion de joint de culasse. Donc finalement, j'ai bien fait de ne pas aller chercher le véhicule lorsqu'ils me l'ont proposé, parce que sinon je serais resté immobilisé sur le bord de la route au bout de 3 ou 4 km. J'ai décidé de rester soft, mais très franchement, quel manque de professionnalisme. J'opte donc à ce moment-là pour une relivraison du van, parce que j'étais pas du tout en confiance, du garage Renault vers le garage Dupont, qui se trouvait à environ une centaine de kilomètres. Et c'est là que je me suis retrouvé dans une errance de diagnostic qui a duré 2 mois, que je compare bien plus modestement, évidemment, à l'errance de diagnostic des personnes qui sont malades. Parce que quand on n'arrive pas à mettre un nom sur une maladie, c'est très difficile de la soigner. Étant donné qu'il y avait toujours un doute sur ce diagnostic de joint de culasse, on a utilisé un outil de détection de CO2. En gros, pour faire simple, il contient un liquide bleu. Si ce liquide change de couleur, il va tourner au jaune par exemple, il s'éclaircit, ça veut dire qu'il y a un joint de culasse. Et ça, c'est un outil qui est réputé fiable à 99%. Dans le cas de Manuka, ça n'a pas fonctionné. Pour une raison que j'ignore, le liquide n'a pas changé de couleur. On n'a pas non plus constaté de mayonnaise sur le bouchon d'huile. J'ai ensuite demandé à faire remplacer le thermostat à mes frais. Inefficace. On a ensuite démonté la pompe à eau qui est visiblement un fléau sur ces modèles-là. Elle était saine. J'ai même demandé en dernier recours à mes frais qu'on remplace le refroidisseur EGR. Inefficace. J'ai même demandé à mes frais de mettre à l'épreuve le radiateur, mais là aussi le radiateur était sain. Finalement, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Joint de culasse. Et chat noir tout du long. J'ai pas eu de chance là non plus parce que la culasse, c'est-à-dire le chapeau, était déformé, mais le bloc moteur en dessous aussi. Rectification du bloc moteur 15 centièmes et rectification de la culasse 40 centièmes, alors que d'habitude les valeurs sont plus aux alentours de 15 centièmes. Donc gros coup de chaud pour Manuka. Et étant donné que j'avais eu une très mauvaise expérience 10 mois avant, je me suis vraiment battu pour qu'on rectifie le moteur plutôt que le remplacer. À savoir qu'un moteur rectifié pourrait être considéré comme plus fiable qu'un moteur tout neuf qui sort de l'usine, justement parce qu'il a été fabriqué à la chaîne, alors qu'une rectification, c'est réalisé par un artisan avec beaucoup de précision. Ces petits centièmes de déformation, ce sont des quarts de cheveux. N'empêche que ça crée de gros soucis au niveau du moteur. J'ai beaucoup échangé avec le rectifieur qui s'est occupé de réparer le moteur de Manuka. Et selon lui, les moteurs Blue HDI de chez Stellantis, les 2 litres et à plus forte raison les 1,5 litre, en fait, ils ne sont pas suffisamment costauds pour supporter de manière durable une charge importante. Parce que mine de rien, maintenant, Manuka, avec tout l'équipement qu'il y a à l'arrière, il pèse aux alentours de 2,5 tonnes. Et Jeff, il pense lui aussi qu'il y a un problème de cylindrée. On arrive sur des moteurs diesel de 2 litres à 200 chevaux.
C'est un diesel et c'est un utilitaire, quoi. Moi, une 205 GTI à l'époque, j'étais la sportive machin, 1,9 litre, 130 chevaux, c'était une voiture sportive, essence. Avant, un utilitaire, un petit fourgon, c'était des 2,3 litres, 2,2 litres, 2,3 litres. Parlons maintenant un petit peu de la douloureuse. La totalité des frais qui sont restés à ma charge, ça représente 4 200 €. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent que bien évidemment j'aurais préféré consacrer à autre chose. J'ai considéré pour ma part qu'il y a eu un défaut de conseil du garagiste lors du tout premier joint de culasse. On aurait dû partir sur une rectification plutôt que sur un remplacement de moteur. D'autre part, j'ai considéré qu'il avait manqué à son obligation de résultat parce que c'est bien suite à son intervention que la durite radiateur était sortie de son logement. À partir de là, il y a donc eu un litige et chacun a essayé de défendre ses intérêts. Le garagiste, de son côté, a fait intervenir un expert et moi, de mon côté, j'ai fait une demande d'assistance juridique. Sauf que l'assistance juridique, il a fallu que je m'en passe. Je vous explique pourquoi. Depuis que le véhicule a été homologué VASP, j'ai changé d'assurance et j'ai appris à mes dépens que l'assistance juridique est liée à l'assurance de l'habitation. J'avais donc deux assurances différentes, habitation et véhicule. Deux assureurs qui se sont royalement renvoyé la balle et qui m'ont expliqué en gros que je l'avais dans le baba. Et autre point essentiel que j'ai appris aussi à mes dépens, c'est qu'au regard de la loi française, c'est le dernier garagiste qui est intervenu sur un véhicule qui peut éventuellement être tenu par la suite responsable d'une éventuelle panne. C'est ainsi que le garagiste Dupont a pu dégager sa responsabilité en m'expliquant que c'est un autre garage qui avait pris en charge la réparation de la fameuse durite. Finalement, de façon amiable, le garage Dupont a proposé de prendre à sa charge toute la main-d'œuvre qui concernait la rectification du moteur. Et c'est beaucoup de main-d'œuvre, environ une trentaine d'heures, soit environ 2 000 €. Quant au vendeur du moteur de remplacement, que j'ai contacté bien évidemment, la garantie de 3 mois, elle était échue depuis bien longtemps quand les problèmes sont arrivés. Et de toute façon, cette garantie, elle ne prend en compte que la pièce, pas la main-d'œuvre. On va donc dire une garantie de 3 mois, c'est équivalent à pas de garantie du tout. Il m'a généreusement proposé de m'envoyer une nouvelle culasse, mais non certifiée, c'est-à-dire possiblement déformée, et rien pour le bloc moteur. Outre le fait que ce moteur de 90 000 km non garanti m'a été vendu et livré pour 4 200 €, c'est quand même beaucoup d'argent, ces personnes-là étaient très difficiles à joindre. Très sincèrement, je ne sais pas comment on devrait qualifier ça. Et en tous les cas, je n'avais aucun recours juridique. J'ai finalement récupéré le van après 4 mois d'immobilisation fin juillet 2025 et j'ai filé chez Jeff qui m'avait proposé de jeter un petit coup d'œil après travaux. Ok Jeff, alors qu'est-ce que tu vas vérifier là? Mais là on va vérifier après une grosse intervention sur le véhicule, quelques points à faire attention, surtout que tu as roulé un peu maintenant, donc c'est bien. Tout est maintenant en place, donc on va s'assurer que tout a été bien fait et que ça n'a pas bougé derrière, parce que ça peut arriver quand même. Malgré tout. Voilà. Dans un premier temps, là il est posé depuis, quelle heure il est là? 16 h, ça fait 3 heures qu'il est posé à peu près, donc on peut, toujours tout doucement ça. Pas de pression, impeccable. Alors s'il y avait de la pression par exemple, ce serait mauvais signe ça? Ouais, pas forcément bon signe, ouais. Au bout de 3 heures quand même, ouais. Pas terrible. Bon, là on voit que le liquide a toujours une bonne couleur, qu'il n'a pas pris une sale couleur. Donc ça aussi, c'est bien. Toute la connectique, voilà, qu'il n'y ait pas de loupé. Aucune fuite de carburant non plus, puisque c'est quand même de la très haute pression. Donc ça, c'est démonté lors du démontage de la culasse. Les durites, donc les durites du circuit de refroidissement. Là, ça c'est bien verrouillé là. Sur l'échangeur, c'est pareil, c'est bon. Le ventilateur, pas de jeu anormal. Il tourne correctement comme ça à vide. Bon, petit test pour le ventilateur, savoir s'il fonctionne. Hein. Vous mettez la clim. Quand il y a la clim, il doit se mettre en route. Chaud ou froid, c'est pareil. Avec la clim, il tourne tout le temps. Lui. Donc ça permet déjà de savoir s'il est capable de tourner. Regardez un petit peu les branchements aussi, toutes les connectiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de démontage. Hein. La mécanique a été déposée du véhicule. Entièrement, ouais. Entièrement, ouais. Donc voilà, c'est un sacré chantier. Donc mais tous les liens qui viennent de la caisse ou de la carrosserie vers le moteur, il faut s'assurer que tout est bon, quoi. Tout est
bien remonté, le filtre à air c'est bon. Les alimentations en carburant, c'est pareil, c'est pas endommagé non plus, parce qu'il y a ça aussi à voir. Souvent au démontage avec les tournevis ou quoi, et il paraît, on peut faire levier et puis casser un petit picot et la courroie d'accessoires. Il est en bon état. Pour savoir si par exemple ce moteur-là, quelqu'un est intervenu dessus sur la vie du véhicule alors qu'on le sait pas forcément, ben, il y a des traces qui... Voyez, sur la vis là, on le voit. Ça ouais, on voit que ça a été démonté. Voilà, on voit que ça a été démonté. Là c'est pareil, on voit des traces de marquage dans la vis. C'est des indices, quand on achète un véhicule par exemple, on peut savoir s'il y a une intervention un peu importante qui a été faite dessus, juste par une petite observation comme ça. Et... Alors c'est pas forcément mauvais signe, hein. Ouais. Ça peut être bon signe. Si on vous dit que ça n'a jamais été démonté, là c'est pas bon signe. Il y a mensonge là. Voilà, il y a mensonge. Donc, après on contrôle. Mais niveau d'huile, qu'il n'y a rien de suspect, une couleur suspecte. Voilà, elle est belle. Hein. Déjà, le moteur, il est parti, il a été complètement vidé de son huile. C'est ça, ouais, vidange complète. Voilà, ouais. Parce que même après une vidange, souvent, on va retrouver quand même, malgré tout, l'huile un peu noire. Parce qu'il y a toujours un peu d'huile quelque part dans un circuit qui n'est pas descendu à la vidange. Mais alors que je pensais que les ennuis étaient terminés, 300 km seulement après la rectification, je vois apparaître le fameux message stop moteur, fuite de liquide sur la route, dépanneuse, rapatriement et tutti quanti. Heureusement cette fois-ci, plus de peur que de mal, il s'agissait d'une durite de gasoil qui avait mal été reconnectée. J'ai été pris en charge par un garage Peugeot cette fois-ci qui m'a réparé pour 0 €. Et un mois plus tard, mais ça n'a absolument rien à voir, le voyant d'encrassement du FAP, le filtre à particules, s'est allumé. On a acheté un produit pour nettoyer tout ça. On a roulé globalement une vingtaine de minutes entre 2000 et 3000 tours et le message a disparu. Parce qu'on est un petit peu tous pareils, on a tendance à faire mijoter nos moteurs à bas régime et en fait ça ne permet pas la régénération du FAP. Pour ça, il faut que les gaz d'échappement excèdent les 550 degrés pour que cette autogénération puisse se déclencher. J'ai fini par demander à Jeff pourquoi, selon lui, sur les véhicules récents, les moteurs sont si fragiles. Sur les moteurs modernes, pour arriver à passer les normes de pollution, que ce soit bien étanche et tout ça, les ajustements sont très justes, quoi. On n'est plus sur les ajustements d'il y a 20 ou 30 ans, quoi. Les ajustements des pièces tournantes sont beaucoup plus précis qu'elles étaient par le passé. Déjà parce que le matériel a progressé, les matériaux aussi. C'est les conditions pour arriver à envoyer autant de pression dans les moteurs, puisque sur les injecteurs, là, on a énormément de pression, ce qu'on n'avait pas quand c'était pas des injections directes. C'est bien de ne pas polluer et tout, mais il y a une certaine limite à tout ça, quoi. Il y a une limite mécanique à tout. On est sur des ajustements qui sont dignes de la Formule 1 quasiment, quoi. Alors qu'une Formule 1, c'est fait pour tourner 2 heures, quoi. C'est pas fait pour tourner 200 000 km, quoi. En tant qu'automobiliste, c'est bien d'être conscient des situations à risque de surchauffe moteur. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas sur l'autoroute par exemple. Parce que sur l'autoroute, il y a un flux d'air important qui rentre dans le moteur et qui va l'aider à se refroidir. Et de par ce que j'ai pu constater aussi avec mon petit afficheur, c'est pas non plus lorsque les températures extérieures sont très élevées. Parce qu'à ce moment-là, la deuxième vitesse du ventilateur se déclenche. En fait, la situation la plus à risque, et moi j'ai pu le constater avec mes 2 joints de culasse, ce sont sur des petites routes de montagne avec de fortes pentes, des virages en épingle par exemple, parce qu'à ce moment-là, il y a très peu d'air qui rentre à l'intérieur du véhicule, c'est comme s'il pesait beaucoup plus lourd et du coup il se refroidit moins bien. En cas de panne, lorsqu'on voit s'afficher le fameux message stop moteur, faites réparer le véhicule, ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais il ne faut surtout pas couper le moteur. Au contraire, il faut mettre le chauffage à fond avec le ventilateur à fond à l'intérieur de l'habitacle pour dissiper toutes les calories qui proviennent du moteur. En fait, le chauffage que vous recevez dans l'habitacle, quand vous mettez le chauffage sur le rouge, en fait, vous avez votre liquide de refroidissement du moteur qui vient passer dans un radiateur qui vient jusque dans votre habitacle. Et quand vous mettez le ventilateur à fond, c'est comme votre ventilateur devant de chauffage. On va évacuer les calories, on va piquer les calories au circuit de refroidissement pour les mettre dans l'habitacle. Alors c'est contre-intuitif en plein été qu'on a chaud, mais n'empêche que c'est un bon moyen de calmer un peu le jeu, quoi. Et c'est justement la grosse boulette que j'ai faite, moi, les 2 fois où j'ai flambé le moteur. Je me suis arrêté, mais vraiment très rapidement, sans mettre plus loin. Et la première bêtise que j'ai faite, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on a envie de faire, c'est couper le contact. Ouais. Et bien au contraire, j'aurais dû laisser le moteur tourner, mais 15-20 minutes, même plus.
en mettant le chauffage à fond, en fait. C'était ça l'idée. En fait, on peut rouler seulement entre 3 et 5 km en l'absence de liquide de refroidissement. Donc, il faut surtout pas faire ça. Il faut appeler l'assistance et la dépanneuse. Surtout pas rajouter du liquide de refroidissement pour essayer de faire les derniers kilomètres, notamment pour quitter l'autoroute. D'une part, parce que ça peut endommager gravement le moteur, et ensuite parce que sur autoroute, le tarif des dépanneuses est réglementé, ce qui n'est pas le cas sur route ouverte. En cas de perte de chauffage dans l'habitacle, ça peut être intéressant de vérifier immédiatement le niveau de liquide de refroidissement et faire vérifier le véhicule au plus vite par un professionnel. Parce que la circulation de la chaleur entre l'habitacle et le moteur, tout ça c'est intimement lié. En cas de destruction du joint de culasse, c'est une bien meilleure option de faire rectifier le moteur qui est actuellement dans le véhicule plutôt que d'effectuer un remplacement par un moteur d'occasion dont on ne connaît pas l'historique et qui risque de présenter les mêmes faiblesses tôt ou tard. C'est un conseil à donner sur ce genre d'événement. Alors c'est facile à dire après coup, malgré tout, c'est facile de donner le résultat du match après le match, mais en tous les cas, c'est du bon sens que de se dire, le véhicule il avait 120 000 à l'époque, on met un moteur d'occasion de 90 000 sur la première intervention, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il a vécu, ni rien. Donc on est professionnel, ça ne coûte pas bien plus de au moins enlever la culasse, déjà de jeter un premier coup d'œil, voir s'il n'y a pas vraiment des dégâts trop importants, des cylindres rayés ou un arbre à cames très marqué, etc. Ou des gros points de chauffe. Bon, on amène ça chez un rectifieur, on fait faire une métrologie. Les rectifieurs ont des outils de précision pour mesurer. Ils ont les valeurs constructeurs, ils ont les tolérances, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller aussi si on doit ne serait-ce que changer les pistons, réaliser un petit peu, pour avoir des pistons neufs s'il y avait une trace. Si c'est la possibilité, le taux de rectification. Et puis là, on va remonter quelque chose avec une métrologie nickel. Du coup, on sait ce qu'on aura enlevé de matière sur le bloc, sur la culasse. Donc on va adapter le joint de culasse, bien sûr, pour rester dans les mêmes valeurs qu'avant de compression, tout ça. Et là, on sait... On repart quasiment sur un moteur neuf et voilà. Au moins on sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Quoi. Déjà, le client sait ce qu'il y a dedans. Et le professionnel aussi, c'est rassurant pour lui, parce que son travail, malgré tout, moi, si tu as un peu de conscience, etc., son travail, il a fait du bon travail de mécanicien. Tu repars avec des pièces neuves, contrôlées, éprouvées, donc certifiées en gros, un moteur quasi refait à la main, du coup. Voilà, on repart sur du propre et on sait au moins ce qu'il y a dans la boîte. Quoi. Après, il y a un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est qu'il y a aussi des professionnels qui refusent de faire ce travail-là. C'est pas n'importe quel professionnel qui accepte d'ouvrir un moteur, de le rectifier, malheureusement. Oui, même pour un remplacement de moteur, il y a des professionnels, des garagistes qui refuseraient de le faire. Tu changes de métier, quoi. Ou alors tu ouvres un centre auto et tu fais de la vidange à la chaîne comme... Voilà, et du pneu. Et du pneu. Voilà, après, c'est de la marge. Hein. Voilà, on ne peut pas leur en vouloir à ces entreprises-là, mais pour moi, c'est pas le même métier. Un vrai mécanicien, c'est vraiment beaucoup de savoir. Il y a l'électricité, l'électronique, de la thermodynamique, pour ces échanges de chaleur, tout ça, il faut comprendre ce qui se passe, même pour la clim, sur les régulations, les boucles de régulation, les boîtes à vitesse, les boîtes automatiques, le système de freinage, de suspension, tout ça, c'est tous des éléments qui sont complètement décorrélés, quoi. Décorrélés, oui, complètement. C'est un assemblage de plein de choses, une voiture. C'est un métier très, très riche et très, très complexe. Voilà. Et puis ça va, plus il l'est. Voilà, quand on change un moteur, on ne met pas un moteur qui a le même kilométrage, quoi. Après, tu vas avoir une voiture accidentée qui est partie en épave et que le moteur n'a rien pris, qui a 25-30 000 km. Là, ça a du sens de le mettre dans un véhicule qui en a 120, 130, 90 000, 120 000. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le gars, il dit « ouais, ça se fait plus de refaire les moteurs ». Et puis, 6 mois après, tu le refais. Donc ça se fait bien. Ouais, mais ça se fait bien et ça se fait très bien. Il y a des gens qui savent très bien le faire. Suite à une rectification de moteur, il est recommandé d'effectuer une vidange complète, plus remplacement du filtre à huile, entre 3000 et 5000 km après rectification du moteur, pour essayer d'évacuer toute la limaille qui éventuellement se serait accumulée. Le moteur, il a été rectifié, on m'a parlé de limaille de fer. Qu'il y ait possiblement de la limaille de fer qui se mette dans le circuit. Ouais. Et donc l'idée c'était de refaire une vidange filtre à huile. C'est ça, entre 3000 et 5000 km. C'est plutôt une bonne idée. Vidanger sans changer le filtre à huile, dans ces cas-là, ça sert à rien. D'accord. Voilà, parce que s'il y a effectivement un peu de limaille dedans,
mais ça obstrue le filtre à huile. Ça peut paraître complètement évident en le disant, mais c'est une bonne idée de ne pas confier son véhicule à n'importe qui, parce que visiblement, il y a des bons garagistes et de mauvais garagistes. Donc un bon garagiste de proximité, franchement, ça vaut de l'or. Il faut le conserver. Et si on se trouve en panne dans un département qu'on ne connaît pas du tout, ben c'est une bonne idée de regarder les avis sur Internet, par exemple, voire d'utiliser le bouche à oreille. Ne pas non plus hésiter à demander plusieurs avis à différents professionnels et demander plusieurs devis également, qui peuvent aller parfois du simple au double. Pour prolonger la vie d'un moteur, il y a aussi tout un ensemble de conseils d'utilisation au quotidien qui sont très simples à suivre, comme par exemple ne pas trop solliciter le moteur avant qu'il soit bien monté en température. Sur le Peugeot Expert, c'est très sommaire, mais on a une petite barrette. Ouais. Moi, je sais par exemple que tant que je ne suis pas arrivé à 90 degrés, je ne vais pas commencer à trop solliciter le moteur parce que du coup, il est encore froid et c'est là où on risque de l'endommager. C'est la période où il s'endommage le plus en fait. Parce que l'huile, elle est pas, tout n'est pas optimum pour pouvoir l'utiliser à pleine capacité. Très important également, une fois que le moteur est monté en température et qu'on souhaite clôturer le trajet, c'est toujours une bonne idée de laisser tourner le moteur 20 à 30 secondes avant de couper le contact. On m'a conseillé après un trajet un petit peu décent, quoi. Enfin je sais pas, 20, au minimum 20 ou 30 km, peut-être un petit peu plus, ça c'est toi qui vas dire. C'est une bonne idée quand j'arrive à destination de ne pas mettre mon frein à main et de couper le moteur tout de suite. Ouais. Oui. De laisser tourner un petit peu le moteur, alors c'est toi qui vas dire, 15, 20 secondes, je sais pas combien. Un moteur au ralenti, ça tourne 700 000 tours minute, suivant essence diesel, etc. 3500 tours minute, quoi, vraiment en utilisation un peu sévère. Un turbo, c'est 180 000 tours minute qui tourne. On voit la proportion là. On coupe le contact, donc le moteur s'arrête physiquement, donc la pompe à huile s'arrête, puisque la pompe à huile c'est une pompe qui est entraînée par le moteur. Quand le moteur est démarré, la pompe à huile donc on le rappelle, ça lubrifie toutes les pièces mobiles à l'intérieur du moteur. Hein. Et du coup, quand vous coupez votre moteur, le film d'huile il s'arrête aussitôt. Mais lui, 180 000 tours minute, il ne s'arrête pas lui. Il a une inertie, il va tourner encore un moment. Et là, il tourne sans huile sur son palier. Et donc après, à force, ils prennent du jeu et tout ça. Alors combien de temps faut le laisser le contact? Pas longtemps, pas longtemps. C'est quoi, c'est 15-20 secondes? C'est pas la peine de le laisser tourner 2 minutes, c'est ça que je veux dire. Ouais. Désactiver le start and stop. Vous savez, ce système automatique qui permet, lorsque le véhicule n'a plus de vitesse, de couper automatiquement le moteur à un feu ou un stop par exemple. Le start and stop, ça risque d'endommager la distribution, la batterie, le démarreur, le moteur et le turbo dont on stoppe brutalement la lubrification. Ça, il y a pas mal de personnes qui souhaiteraient le désactiver. Or, on peut le désactiver qu'à chaque fois qu'on remet le contact. En gros, on a un bouton pour le faire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est pas l'idéal, alors soit pour le moteur, soit pour le démarreur, ça c'est toi pour plein de choses en fait. Vous pouvez avoir roulé assez un truc soutenu ou en charge, etc. Vous arrivez à un stop et le moteur se coupe et ça, multiplié dans le temps du véhicule. On change les turbos de façon prématurée. Certaines personnes trouvent le moyen de désactiver le start and stop de manière définitive. Dans mon cas, je le désactive à chaque trajet en utilisant le petit bouton qui va bien. Mais l'entretien est crucial également. Par exemple, il est recommandé de faire une purge du liquide de refroidissement tous les 2 ans ou 40 000 km parce que ce petit liquide, il perd ses propriétés au fil du temps. Mais là encore, Jeff va pondérer. Est-ce que toi, tu donnerais ce conseil-là régulièrement de faire une purge, de renouveler le liquide de refroidissement? Oui et non. En fait, en termes de régularité, il n'y a pas de règle. D'après moi, je ne pense pas qu'il y ait un constructeur qui préconise une purge tous les 15 000, tous les 20 000 km. Ce serait plutôt même toutes les X années, comme le liquide de frein. Le liquide de frein, c'est tous les 2 ans, parce que voilà. Et le liquide de refroidissement, c'est plus sur l'aspect, en fait. Là, sur Manuka, il est vert, jaune, fluo à peu près, le liquide de refroidissement. Il y en a, c'est rose. Il y en a, c'est d'autres couleurs. Ça dépend des constructeurs. Ouais, un peu. C'est quand même pas les mêmes. C'est pas le même liquide, on peut pas le mélanger. Vous pouvez en rajouter un peu de l'un à l'autre. Il vaut presque mieux, si c'est juste pour faire un tout petit appoint, il vaut presque mieux mettre un peu d'eau qu'un autre liquide de refroidissement. Dans un moteur, il y a une dizaine de litres de liquide de refroidissement, donc c'est pas proportionnellement, c'est pas un truc. Et c'est moins pénalisant de mettre un peu d'eau que de mettre un autre liquide de refroidissement. Parce qu'ils n'ont pas la même composition chimique, etc. Aujourd'hui, les liquides de refroidissement ont des couleurs assez flashy, on va dire, rose, jaune fluo, etc. Et donc, c'est très visuel. À partir du moment où on voit que ça devient marronasse, voilà,
Là, on se dit, bon, là, le liquide, ouais, il a perdu. Il serait temps de le remplacer. Il faut le remplacer, faire un bon rinçage du circuit de refroidissement en même temps et repartir à propre. Il est également recommandé de remplacer toutes les durites de refroidissement tous les 60 000 à 100 000 km. Et pour ça, il faut préférer des durites en silicone, qui sont certes plus chères, plutôt que des durites en caoutchouc qui vont plutôt avoir tendance à fissurer. Et bien sûr, surveiller régulièrement le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion avant chaque trajet important, par exemple, et toujours avoir un bidon de liquide à l'intérieur du véhicule pour éventuellement faire un appoint. Avant chaque grand trajet, quoi. Ouais, exactement. Ouais. On fait son lave-glace. Voilà, comme on fait ses niveaux. Voilà, on fait son lave-glace, donc niveau du liquide de refroidissement, c'est du bon sens. Hein. Lors de mes 2 joints de culasse, j'ai subi des alertes qui sont bien trop tardives au niveau de l'afficheur principal du van. Et ça, c'est clairement le constructeur qui est défaillant. D'où l'intérêt aussi d'avoir des alertes. Oui. Avant que tout ça se produise. Ce qui n'a pas été le cas la dernière fois que le moteur a flambé sur Manuka. Quoi. Oui, c'est vrai qu'on a regardé sur la documentation technique Peugeot. Tu as une indication de température qui est plus ou moins fiable, visiblement. Mais le voyant d'alerte de surchauffe, selon moi, intervient un peu tard. C'est 118 degrés de mémoire. Quand on allume le voyant rouge, pour moi, c'est trop tard. Le dégât est déjà là et c'est bien dommage. Voilà. Ouais. Parce que ça engendre des frais monstrueux par la suite. Quoi. Alors, on sait que ça ne fait pas beaucoup d'écart, quand même, malgré tout, avec la température de fonctionnement, qui est un peu au-delà de 100 degrés. Mais 20 degrés, c'est quand même beaucoup. Le moment où le ventilateur se déclenche et il se recoupe, puisque c'est ça, en fait, le ventilateur va se déclencher à une certaine température, on va faire baisser la température du liquide de refroidissement, et du coup, quand on arrive à un niveau bas de température, il se coupe. C'est comme une régulation de radiateur électrique ou quoi que ce soit. Il ne tourne pas en permanence. Jusqu'à la température de consigne, il fonctionne, il se coupe, la température redescend dans la pièce, tac, et il redémarre quand il y a besoin. C'est exactement pareil. Donc là, il n'y a pas un écart significatif entre ces 2 températures de coupure et de mise en route du ventilateur. C'est pas tant que ça. C'est pas 20 degrés en tous les cas. C'est une dizaine de degrés, pas plus. Donc on va allumer un voyant rouge moins 15-20 degrés au-dessus du point d'allumage du ventilateur, ça me paraît loin. Et là, c'est le drame, quoi. C'est le drame, ouais. Certains modèles de Jaguar, par exemple, disposent directement dans l'habitacle d'une jauge qui permet de voir le niveau du liquide de refroidissement, comme un niveau de carburant, par exemple. Mais ça, c'était quasiment impossible à mettre en place sur Manuka, parce que le produit, il est corrosif, il monte en température et en pression. Ce serait très complexe également d'organiser un orifice à l'intérieur du vase d'expansion ou dans le bouchon, on l'a vu précédemment, qui est taré. Du coup, l'idée m'est venue d'utiliser la prise OBD qui est présente sur les véhicules récents et qui permet de lire en temps réel toutes les informations qui proviennent du calculateur. J'ai installé sur cette prise un head-up display, c'est-à-dire un afficheur tête haute qui me permet de surveiller en permanence la température du liquide de refroidissement et la température des gaz d'échappement, qui sont 2 très bons indicateurs, notamment de surchauffe du moteur. La mise en place a été un petit peu technique, mais j'avoue que maintenant je suis extrêmement rassuré par la présence de cet afficheur, parce que du coup il est capable aussi de me générer des alertes visuelles et sonores en cas de dépassement de certains seuils. Une vidéo détaillée est à venir très prochainement sur la chaîne, où je vous présenterai d'ailleurs 2 systèmes possibles. Bien vérifier également que véhicules et habitations, le cas échéant, sont bien assurés dans la même compagnie d'assurance, sinon l'assistance juridique risque de ne pas fonctionner. Optez pour l'assistance à 0 km, c'est un budget supplémentaire, mais ça peut faire de grosses économies en cas de remorquage. Quand c'est possible, en cas de panne, faire intervenir le garagiste qui a effectué la dernière réparation sur le véhicule. En cas de panne, conservez toutes les preuves possibles, photos, vidéos, et surtout bien vérifier chaque ligne, chaque libellé, chaque intitulé sur toutes les factures qui sont fournies par les garagistes. Ça peut avoir énormément d'importance par la suite. En cas de litige, comme dans de nombreux autres domaines, toujours préférer une solution amiable, parce que faire intervenir un expert, ce sont des procédures très longues et donc des immobilisations du véhicule pendant parfois plusieurs mois, 3, 4, 6 mois. Et information récente, Stellantis vient d'effectuer un rappel constructeur pour les Peugeot Expert, Citroën Jumpy et véhicules similaires. Risque de corrosion sur les bras de fixation des commandes avant, qui peut induire à une perte de contrôle du véhicule, donc c'est vraiment sérieux. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, j'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez vérifier en fonction des années de mise en circulation si votre véhicule est éligible.
J'ai fini par reprendre la route avec grand plaisir et reprendre les joies de la van life aussi. Et le moral revient petit à petit. Et j'espère très sincèrement que la page est tournée. J'ai envisagé la revente, mais je vous dis très franchement, j'arrive pas à m'en séparer, quoi. C'est mon bébé. J'ai envie d'en profiter encore un peu. Le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. Vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être mis au courant des futures vidéos. Ensuite, on poursuivra les vidéos sur l'aménagement, notamment la sécurisation du van contre le vol, avec Jeff et 2 astuces peu onéreuses qu'on a mis en place, mais je vous en dis pas plus. Je suis ton père. Franchement, ça calme. Là, ça calme. À très bientôt. Talk soon. N'oubliez pas de kiffer la life. Bon, bah Jeff, merci beaucoup pour tous ces conseils, ton expertise. Si peu, c'est pas cette prestation-là. Ce fut vraiment un plaisir ce moment, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Ouais, puis pour tout ce temps que tu as pris pour m'expliquer, pour toutes les choses qu'on me disait quand on est néophyte, des termes que je comprenais pas forcément très bien, où tu as pris vraiment le temps de me décoder tout ça. Ouais. Merci beaucoup de ton temps. Il n'y a pas de quoi. Hey, hey. Ça, c'est bon, ça. Allez, Manouka est reparti pour une belle vie. On lui souhaite plus longue. Avec le petit truc de surveillance que tu vas lui mettre, c'est pas plus mal quand même. Dès qu'il commence un peu à souffrir, tu soulages. Ça devrait bien se passer. Et j'ai pas ronflé dans le van. C'est une légende, ça. On a des enregistrements.